J'ouvre le second débat de ce Sens Public consacré à la défense européenne et au séisme provoqué par le rapprochement de Donald Trump avec Vladimir Poutine. Comment nos voisins réagissent-ils à ce renversement d'alliance? Quels pays sont prêts à augmenter drastiquement, fortement leurs dépenses militaires? Avant d'en débattre avec nos invités qui sont correspondants étrangers à Paris. Premier tour d'Europe grâce à Jérôme Rabier. Nous avons besoin d'un sursaut de la défense européenne et nous en avons besoin maintenant. L'appel d'Ursula von der Leyen a été entendu. Rarement les Européens auront été aussi unanimes sur la nécessité de se réarmer et d'avancer ensemble pour se coordonner. Il y a cette double volonté, une volonté industrielle, une volonté d'équipement d'une part, et d'autre part, une volonté d'opérer ensemble pour protéger l'Europe en dehors des États-Unis. C'est en Allemagne que la volte-face est la plus spectaculaire, avec un futur chancelier qui débloque des centaines de milliards d'euros pour la défense, y compris en dérogeant à la sacro-sainte stabilité budgétaire allemande. C'est un message clair à l'intention de nos partenaires et amis, mais aussi des ennemis de notre liberté. Nous sommes capables de nous défendre et nous sommes tout à fait prêts à le faire dès maintenant. Pour financer ce réarmement, certains pays comme la France rêvent d'un grand emprunt européen, comme lors du Covid. Mais plusieurs États ne veulent pas mutualiser cette dette. Autre point de divergence, l'engagement en Ukraine pour garantir un futur cessez-le-feu. À la tête de la coalition des volontaires, français et britanniques poussent pour être prêts, y compris en fournissant des hommes sur le terrain s'il le fallait, une manière de peser. Avec Donald Trump, il faut s'imposer à la table des négociations. Et si les Européens ne démontrent pas à Trump que concrètement, ils sont prêts à défendre l'Ukraine et pas seulement en mots, il n'en tiendra pas compte. Si le Royaume-Uni et la France sont les plus allants, l'Espagne et l'Italie ont déjà dit qu'ils ne fourniraient pas de troupes en territoire ukrainien, tandis que les Allemands comme les Polonais évoquent un soutien indirect. Tous se retrouvent ce jeudi à Paris où ils espèrent parler d'une même voix pour peser dans les discussions en cours. Que pensent nos voisins européens de la menace Trump-Poutine? On en débat tout de suite avec Eva Morletto. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes journaliste pour le magazine Grazia et Mediaset TV. Philippe Turlet, bonsoir et bienvenue. Merci, vous êtes journaliste britannique, chroniqueur international à France 24. Ana Navarro-Pedro, bonsoir et bienvenue. Vous êtes correspondante de la presse portugaise à Paris. Juan José Dorado, bonsoir et bienvenue. Correspondant espagnol ici à Paris. Et puis on est également en duplex avec Annika Joeres, bonsoir. Correspondante en France pour Die Zeit. Et on sera même tout à l'heure avec une journaliste correspondante de la presse norvégienne, ce qui va nous donner quand même une vision assez large d'abord des opinions européennes, parce que c'est ça ce qui va nous intéresser pour démarrer. Eva Morletto, est-ce que les Italiens craignent la guerre en Europe, la menace russe? Comment elle est évaluée dans votre pays? Alors, disons que dans les pays, il y a vraiment deux courants, et on l'a vu très bien le dernier dimanche sur les places publiques où les gens sont allés. Alors, il y avait une partie qui est plus, disons, fidèle au centre-gauche, donc à l'opposition, qui est absolument pour la défense européenne, pour le réarmement. Il y a beaucoup d'intellectuels aussi qui se sont réunis à cet courant. Et par contre, il y en a énormément d'autres qui craignent que ce réarmement porte à une guerre. C'est en général ceux qui sont plus philo-gouvernemental, dans le sens que... Plus proche de Giorgia Meloni. Exactement, parce que même notre présidente du Conseil, en fait, elle danse un peu dans une position qui n'est pas absolument pas nette, parce que d'abord, avant 2022, elle était plutôt proche de Poutine. Après, avec l'invasion de l'Ukraine, là, on a eu un revirement vraiment pro-atlantique qui d'ailleurs a été salué par Joe Biden. Et aujourd'hui, on se retrouve Trump, qui est plutôt philo-poutinien. Donc les situations... c'est pas si facile de suivre Exactement. pour Giorgia Meloni, entre autres, parce que tout le monde a du mal à suivre. Philippe Turlet, le Premier ministre Keir Starmer, qu'est-ce qu'il incarne? Une ligne plutôt guerrière, proche de celle d'Emmanuel Macron, on peut dire ça? Je dirais qu'il y a une forte pression qui grandit en Grande-Bretagne pour se rapprocher de l'Union européenne, ce qui est quand même paradoxe quand on considère qu'il n'y a pas très longtemps, les Britanniques sont partis de l'Union européenne avec le Brexit, mais il y a une telle détestation grandissant pour Donald Trump et beaucoup de méfiance vis-à-vis des États-Unis et ce partenariat, la relation spéciale qui dure depuis la Deuxième Guerre mondiale, que l'opinion publique est de plus en plus favorable à ce qu'on construit ensemble quelque chose avec l'Union européenne, qu'on continue de
faire des yeux doux à Donald Trump, visiblement pour rien gagner au retour. Et la menace russe, comment elle est perçue? La menace russe, oui, elle est sentie. On a déjà été en Grande-Bretagne victime de plusieurs attaques russes, dont des empoisonnements. Et depuis la guerre en Ukraine, à l'époque, c'était Boris Johnson, conservateur, qui était Premier ministre, qui était l'un des premiers à contribuer de l'aide à l'Ukraine. Donc, on sait que les Britanniques sont dans le collimateur des Russes, et donc raison de plus de construire cette coalition volontaire, des volontaires pour protéger l'Ukraine, protéger l'Europe, mais surtout de rebooster les dépenses militaires. Ouais. Alors dans le mot géopolitique, il y a le mot géographie, Ana Navarro-Pedro. Et donc évidemment, le Portugal n'est pas tout à fait en première ligne avec l'Espagne face à cette menace russe. Comment elle est perçue malgré tout? Est-ce que vos compatriotes se sentent concernés par la guerre ou pas? De l'Atlantique aux Urals, oui, vous vous souvenez? Oui, des bords de Lisbonne jusqu'à Vladivostok, on voit la distance quand même. Ouais. Je pense que le recul géographique, c'est ce à quoi aucun politicien ne peut échapper. Ouais. Effectivement, je ne sais plus qui le disait, je pense que c'est Bismarck qui disait cela. Les politiciens peuvent tout faire sauf changer la géographie. Ouais. Eh bien, vu des bords du Tage, effectivement, il y a un peu plus de recul. Alors, il faut savoir que le Portugal est un pays extrêmement atlantiste, de cœur et de raison, mais aussi de raison plutôt que de cœur. À partir du moment où on a intégré l'Union européenne, il a toujours donné la priorité à l'Union européenne. Ouais. Et la preuve, il en est que récemment, nous avons abdiqué d'un achat de matériel militaire d'avions, des F-35 aux États-Unis, pour nous retourner vers les achats de l'Union européenne. Mais donc, vu d'un pays comme cela, et vu très loin, on a peut-être le temps de recul. Et de se poser des questions militaires, tout bêtement, réelles, du concret. Est-ce qu'ils peuvent être un ennemi? Est-ce que c'est ce que l'Union européenne, d'ailleurs, taxe d'ennemis dans la page 3, je crois, du livre blanc sur la défense qui vient d'être publié? Eh bien, est-ce que c'est un ennemi? Mais à quel titre? Pourquoi? Qu'est-ce qui le définit comme ennemi, mis à part ce qui se passe en Ukraine? Mais pour nous, Européens, est-ce qu'il y a des menaces concrètes? Et puis réfléchir à autre chose. Est-ce que même si c'est un ennemi, même si c'est une menace comment? Est-ce qu'il a les moyens, ce pays-là, de faire rouler ses chars, ses militaires, des milliers de kilomètres, avec tout ce qui ça implique derrière? Parce que c'est pas seulement de les faire rouler, c'est une administration, c'est une logistique. Est-ce qu'ils ont les moyens, les hommes, la possibilité géographique aussi? Donc il y a cette question. Il y a une vraie question de relativisation de la menace. Par contre, juste pour terminer, malgré cette réflexion, il y a la notion, nous sommes dans les 27 et nous serons solidaires des 27. D'accord, intéressant. Avec un son de cloche un peu similaire en Espagne, on va écouter le Premier ministre Pedro Sánchez qui parle de dérive militariste. Écoutez. Je ne partage pas et je n'encouragerai jamais une dérive militariste vers une nouvelle course aux armements. Le monde a des priorités plus urgentes et il n'est écrit dans aucun manuel que la paix et la sécurité peuvent être obtenues en renforçant les arsenaux. Juan José Dorado, il y a une expression qui décrit en ce moment en Espagne le sentiment d'éloignement par rapport à la guerre. Je crois que c'est une comparaison entre la Pologne et l'Espagne, c'est ça? Ça dit quoi? Oui, tout à fait. C'était une confrère polonaise qui me disait, pendant qu'en Pologne on creuse des tranchées pour préparer la guerre, vous creusez des tranchées dans les sables des plages le week-end. Vous faites des pâtés sur la plage, quoi. Donc voilà, effectivement. Donc c'est vrai que les Espagnols, ils sont pro-européens et donc la population est pro-ukrainienne dans ces conflits. Mais comme à l'instar du Portugal, en fait, la guerre, elle est très loin. D'ailleurs, le président Sánchez, à la sortie du dernier Conseil européen à Bruxelles, à un moment donné, il a eu cette phrase peut-être un tout petit peu malheureuse en disant « c'est pas demain la veille qu'on verra des soldats russes qui vont arriver aux Pyrénées ». Donc ça montre effectivement que le président, comme le disait aussi à l'instant devant la conférence des ambassadeurs au mois de janvier, on ne va pas continuer à un débat d'armement. D'ailleurs, c'est aussi à Bruxelles où le président espagnol a dit qu'il ne voulait pas parler d'armer la défense européenne, qu'il préférait parler d'un saut technologique en parlant de l'investissement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un saut technologique? La réalité, c'est que l'Espagne, aujourd'hui, c'est le pays qui investit le moins
en investissement des défenses, puisque c'est le tout dernier pays des 27. Ça, on en parle dans un instant, de la part du budget consacré à la défense. Je me tourne une première fois vers Annika Juarez pour peut-être, là, on essaie d'évaluer à la fois dans la réaction des populations et puis peut-être dans les mots choisis par les hommes et les femmes politiques, comment en Allemagne on parle de la menace russe. Est-ce qu'il y a des mots peut-être aussi alarmistes qu'en France ? Je pense que le discours qu'a tenu Emmanuel Macron, ça n'aurait pas été possible en Allemagne. En tout cas, c'était perçu comme très alarmiste. Donc, il y a personne, je pense, qui croit que vraiment il y aura des chars un jour, des chars russes devant à Berlin, par exemple. Mais il y a quand même une grosse peur, mais qui est peut-être un petit peu différent quand même de la peur française, puisque nous, on parle beaucoup plus de la guerre hybride. Donc, les actes de sabotage, par exemple, ça fait très peur aux Allemands, parce que, par exemple, on a les gazoducs, on est toujours très dépendant de gaz pour chauffer nos maisons, par exemple, mais aussi pour la grande industrie, pour la pétrochimie, par exemple. Et donc, du coup, c'est ce que craint l'Allemagne, et on va investir surtout là-dedans. On craint les actes de sabotage, les campagnes de désinformation. On craint que l'AfD, donc l'extrême droite en Allemagne, va être supportée peut-être financièrement aussi, et pas seulement avec Elon Musk, par exemple, qui l'a fait aussi pendant la campagne électorale, de soutenir cette groupe de l'extrême droite. Donc, c'est plus une guerre culturelle hybride qu'on craint en Allemagne, vu ce qu'on avait déjà vu, donc voilà les campagnes de désinformation et aussi le sabotage, puisque Nord Stream 2, par exemple, a été attaqué déjà il y a quelques années, et il y avait d'autres actes de sabotage qui ont été recensés. Et c'est ça qui est la grosse peur en Allemagne. On sera avec une correspondante norvégienne dans un instant, mais je reviens parce que je vous entendais tout à l'heure parler de Giorgia Meloni, qui était à l'investiture de Donald Trump. Oui, c'était le 20 janvier. Alors, voilà. Alors j'allais dire, elle se rêve en interlocutrice privilégiée de Donald Trump. Est-ce que c'est finalement, il n'y a pas un peu de déception chez elle ? Oui, parce qu'en fait, elle a visé à être un peu le pont entre l'Europe et les États-Unis, parce qu'elle s'est sentie écoutée par Donald Trump. Elle a quand même une amitié assez forte avec Elon Musk. D'ailleurs, depuis février, il y a cette rumeur d'un contrat d'1,5 milliard avec Starlink, avec pour les satellites Starlink. Donc, c'est un lien assez fort. Et elle pensait pouvoir développer plus. Maintenant que Donald Trump prend une décision tous les jours contre l'Europe, en fait, elle a perdu pied face à lui. Et on voit quand même dans ses déclarations et dans ses positions qu'elle est en claire difficulté, même à l'interne. Aujourd'hui, l'autre jour, elle a été très critiquée, par exemple, par l'opposition, par Giuseppe Conte, qui disait « Vous n'êtes jamais présente au Parlement ». Je pense qu'en ces moments, elle ne sait pas trop quelle position prendre, et notamment par rapport aux investissements nécessaires en cas de réarmement. En matière de défense. Et d'ailleurs, la relation avec les États-Unis, ça concerne aussi la Grande-Bretagne, cette relation spéciale ou privilégiée. Qu'est-ce qu'il en reste ? Alors, c'est assez compliqué pour le Premier ministre qui est Starmer. Je dirais qu'il a le cul entre deux chaises, parce qu'à la fois, il a envie de renouer les liens. C'est quoi l'expression en anglais pour dire la même chose ? Very divided. C'est beaucoup plus propre. Il a besoin des États-Unis pour les choses d'information. Et il pense aussi qu'il ne peut pas trop se fâcher avec Donald Trump, parce que ça aura un effet long terme qui sera négatif pour les Britanniques. Donc il essaie d'aménager Donald Trump. Il a eu cette invitation, on va inviter Donald Trump à venir voir le roi d'Angleterre pour une deuxième visite d'État qui est complètement inouïe, qui est fortement critiquée par une majorité des Britanniques qui ne veulent pas que Donald Trump vienne en Grande-Bretagne. Mais pour les Britanniques, c'est bien d'avoir Donald Trump dans la poche parce qu'on a besoin de cet échange d'informations avec les Américains. Autrefois, si on avait besoin de connaître quelque chose, eh bien, on prenait le téléphone et on appelait les Américains. Donc, Keir Starmer ne veut pas critiquer Donald Trump ouvertement
mais en même temps, il ne peut pas trop se fâcher non plus avec les Européens. Donc, il essaye d'aménager et les Américains à côté, ne sachant pas ce que Donald Trump va dire d'un jour ou l'autre, parce que vous avez eu Keir Starmer qui a fortement critiqué, Elon Musk qui a fortement critiqué Keir Starmer, Donald Trump aussi. On a eu cette vanne qui est envoyée en disant c'est pas des troupes d'une quelconque nation qui soient capables de faire la guerre, en parlant des Britanniques et les Français, qui ont quand même accompagné les Américains pendant je ne sais plus combien de conflits depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc les relations sont un petit peu tendues. Mais vous n'entendrez pas toutefois une critique ouverte vis-à-vis de Donald Trump, parce que Keir Starmer dit Donald Trump n'est pas éternel, il faut qu'on sauvegarde la relation spéciale qu'on a avec les États-Unis, ça date depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est très important pour nous. On va voir si on peut maintenir la situation à présent telle qu'elle jusqu'à changement de président dans 4 ans. Alors, ce qui rend ce débat passionnant, c'est qu'il y a à la fois le changement d'alliance côté États-Unis et puis la menace russe. Et là, je me tourne vers Vibeke Knupp-Rachling, qui est correspondante de la presse norvégienne. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Parce que, alors, la Norvège, qui n'est pas membre de l'Union européenne, il faut le rappeler, mais qui a une frontière commune avec la Russie, ce qui, évidemment, je l'imagine, change la donne parmi vos concitoyens. Tout à fait. Et il y a une crainte, je dirais, quand même grandissante d'une intervention quelconque. Dans un premier temps, comme disait ma collègue allemande. Alors, on a perdu le son, on va peut-être le récupérer. Mais là, on vous voit et on ne vous entend plus. Voilà, ça y est, je vous entends. Allez-y, vous pouvez continuer. Je disais, comme ma collègue allemande, il y a le premier problème, c'est ce qu'on appelle la guerre hybride, dont on est déjà victime. Vous savez que nous avons des installations pétrolières et gazières qui sont extrêmement fragiles le long de nos côtes, et il y a déjà eu des incidents, beaucoup. Et donc, on craint ça, et en même temps, le discours des hommes politiques, notamment le Premier ministre dans son discours à la nation le 1er janvier, il était assez alarmant. Donc, les Norvégiens, je dirais, ils sont vraiment, maintenant, ils sont très préoccupés et ils respectent totalement, vous savez, comme on vient de lancer en France, les conseils pour stocker chez soi une petite réserve avec des bougies, des boîtes de conserve, tout ce qu'il faut pour tenir le coup. Il est en cours de validation, pardon de vous interrompre, le livret, il est en cours de validation à Matignon, mais on devrait le recevoir dans quelques jours. Vous avez reçu ce type de livret ? Oui, on l'a reçu il y a assez longtemps et chaque Norvégien qui se respecte veut avoir tout ce qu'il faut chez lui. Et il y a même eu un décret du gouvernement qui oblige maintenant à construire des abris pour si un bâtiment fait plus de 1000 mètres carrés. Donc ça devient vraiment quelque chose de concret. Que faire en cas de crise, notamment de crise militaire? C'est ça ce livret qu'on attend avec intérêt. Alors je reviens à l'Allemagne parce que ce rapprochement Trump-Poutine, ça a provoqué une sorte d'électrochoc à la fois diplomatique, politique, mais aussi budgétaire. On va écouter le futur chancelier, il n'y a pas de suspense, mais bon, il ne l'est pas encore officiellement, Friedrich Merz, a annoncé son plan d'investissement géant destiné à réarmer et moderniser l'Allemagne. C'est un message clair à l'intention de nos partenaires et amis, mais aussi des ennemis de notre liberté. Nous sommes capables de nous défendre et nous sommes tout à fait prêts à le faire dès maintenant. Il n'y aura plus de pénurie de ressources financières pour défendre la liberté et la paix sur notre continent. C'est particulièrement important pour moi, car nous, en Europe et au sein de l'OTAN, sommes confrontés à toute une série de décisions importantes dans les semaines à venir. L'Allemagne est de retour. L'Allemagne est de retour, ça sonne à l'oreille, je ne suis pas sûr qu'ils cherchaient cette référence-là, il y a un petit côté Make America Great Again. Bref, Annika Jores, comment les Allemands ont réagi à ces annonces du futur chancelier Merz? Parce que est-ce que c'est ce qu'il avait promis dans sa campagne électorale, ou est-ce qu'on s'en éloigne quand même pas mal? On s'éloigne complètement et c'est pour ça que beaucoup des Allemands sont un peu choqués, pas forcément de contenu parce que je pense qu'ils tenaient beaucoup moins que Friedrich Merz que l'Allemagne ne s'endette pas, donc
normalement, la population, ils aiment bien qu'on ait des investissements. Donc, cette principe des conservateurs n'était pas très populaire. Donc, voilà, que maintenant, dans une nuit pratiquement, il a rayé les principes des conservateurs. Ça a plu aux Allemands, mais c'est vrai que c'était complètement le contraire de ce qu'il avait promis pendant la campagne, où là, il disait non, on ne va pas s'endetter, on ne va pas pouvoir investir, on va faire que des économies. Donc, c'était un peu ça son programme. Donc, il a changé pendant une nuit, carrément. Enfin, c'était juste après Zelensky était reçu tellement brutalement à la Maison-Blanche qu'il a dit, bon, voilà, maintenant, adieu les principes, on va tout changer. On va pouvoir s'endetter pour le réarmement. Mais il a fait aussi une chose qui n'ont pas fait beaucoup d'autres pays, je pense, en Europe. Il avait accompagné cette nouvelle loi, ou cette nouvelle convention, parce qu'on a carrément changé la convention allemande aussi. Il avait accompagné avec un autre fonds d'infrastructure de 500 milliards d'euros aussi. Donc voilà, pour faire passer, pour le rendre plus populaire à tout le monde. L'Allemagne va aussi pas seulement investir dans le réarmement, mais aussi 500 milliards d'euros d'ici jusqu'à 2030 dans l'infrastructure, c'est-à-dire dans les trains, les ponts, les écoles et tout ça. Donc voilà, c'est un package un peu complet qui est devenu très populaire en Allemagne. Le bazooka budgétaire, c'est ça? Quel est le terme qu'il emploie? Le bazooka budgétaire, voilà, ça c'était de son prédécesseur, mais voilà, il a pris des mots forts aussi pour dire il disait que Zeitenwende, que voilà, c'est un nouveau monde. Un nouveau monde, c'est ça. Dans lequel nous sommes maintenant. Donc, et alors, voilà, ce qui est passionnant, là, il faut tout changer. Ouais, merci beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est de voir les pays qui veulent pas trop bouger, ceux qui sont, je reprends votre expression, divided, voilà. Pour ne pas dire le cul entre deux chaises, et notamment chez les chefs d'État, et ça se retrouve. Et on va se concentrer là-dessus maintenant sur, finalement, qui dépense quoi? Et on va se poser cette question-là. Donald Trump ne se prive pas de rappeler aux Européens qu'ils doivent augmenter leurs dépenses d'armement. Il dit même aller jusqu'à 5% du produit intérieur brut. Je pense que l'OTAN devrait consacrer 5% du PIB aux dépenses de défense. Eh bien, on ne peut pas le faire à 2%. Si vous voulez avoir un pays et une armée régulière, vous devez être au moins à 4%. Et j'accueille de nouveau Lorraine Barrière. Bonsoir. Bonsoir. Lorraine, alors que représentent justement ces dépenses militaires des pays de l'OTAN, de l'Alliance? Eh bien, on va déjà regarder du côté des pays européens membres de l'OTAN qui, depuis notamment l'invasion de l'Ukraine, ont fortement augmenté leur budget dédié à la défense. Alors, vous voyez sur cette carte, on constate que seule la Pologne est en violet. La Pologne qui soutient en fait l'objectif de Donald Trump. Entre 2021 et 2024, sa part du PIB consacré à la défense est passée de 2,22% à 4,12%. C'est donc le pays de l'OTAN qui investit le plus en proportion de son économie. Non loin derrière, on retrouve l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Grèce qui sont en violet un petit peu plus clair, qui sont autour de 3%. Au passage, Thomas, les États-Unis aussi sont à 3% de leur PIB. Du côté de la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, on est autour de 2%. L'Allemagne qui vient tout juste d'atteindre ce cap symbolique des 2%, c'est la barre fixée par l'OTAN il y a maintenant 10 ans. Aujourd'hui, 9 États membres qui sont en vert clair, 9 États membres de l'OTAN n'atteignent toujours pas ce seuil de 2%. Il s'agit du Portugal, de l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique, de l'Albanie, de la Croatie, de la Slovénie, du Luxembourg et du Canada, qu'on ne voit pas bien sûr sur cette carte. Puisqu'on a une carte de l'Europe. Et donc, ça veut dire que l'objectif des 5% annoncé par Donald Trump, il semble très ambitieux, voire irréaliste? Ah oui, c'est complètement ça. En tout cas, c'est ce que nous dit le rapport annuel de l'Institut international pour les études stratégiques. Selon ses conclusions, compte tenu du contexte économique et géopolitique actuel, l'Europe fait face à un ralentissement de sa croissance et à des finances publiques sous pression. Il faut savoir que si la contribution des alliés européens était portée à 5% du PIB, comme le souhaite Donald Trump, le budget de l'OTAN augmenterait de 723 milliards d'euros, des dépenses inatteignables à l'heure actuelle selon l'Institut britannique. Pourtant, le constat est unanime, les pays de l'OTAN, surtout les pays européens, doivent dépenser beaucoup plus pour leur défense. On écoute le secrétaire général de l'Alliance.
L'OTAN est forte aujourd'hui. Pour que l'OTAN reste forte, nous devons cependant continuer à nous adapter. Et pour garantir notre sécurité à l'avenir, nous devons également intensifier nos efforts dès maintenant. Ça signifie également que nous devons consacrer plus d'argent à notre défense. Nous savons aussi que l'objectif de 2% fixé il y a maintenant 10 ans ne suffira pas à relever les défis de demain. Alors, quelle serait la solution? Eh bien, selon des sources citées dans un article du Financial Times à la mi-décembre, un compromis pourrait être trouvé pour fixer un niveau minimum de 3% du PIB d'ici 2030. C'est un nouveau seuil, Thomas, qui pourrait être entériné lors du sommet qui se tiendra à La Haye, aux Pays-Bas, donc en juin prochain. Merci beaucoup, Lorraine, pour tous ces chiffres et pour cette carte européenne. Juan José Dorado, on a vu que l'Espagne fait effectivement partie des retardataires. Les 2% du PIB, c'est pour quand? Alors, si vous écoutez le président du gouvernement, ça sera pour 2029. Mais bon, jusqu'à il y a quelques mois, c'était pour 2030. Mais bon, il a avancé d'une petite année. Oui. Parce que l'Espagne est à 1,28 dans le pays qui investit le moins en défense. Alors, il y a 2,5 milliards qui ont été annoncés par le président du gouvernement espagnol supplémentaires pour cette année. Le seul problème, c'est que, vous le savez bien, l'Espagne est un pays qui n'a pas de budget, puisqu'on fonctionne avec le budget prorogé de 2023, qui a été prorogé en 2024 et prorogé en 2025. Donc, il y a des plafonds. Ça nous rassure, il y a pire que la France. Il y a pire que la France à ces niveaux-là. Et donc, l'Espagne n'a pas des budgets, donc il va falloir trouver cet argent. Et puis, vous avez un problème supplémentaire qui est quand même un gros problème, c'est qu'un tiers du gouvernement espagnol est contre l'investissement en matière de défense. Donc, c'est pour ça que le président espagnol parlait, qu'il n'aimait pas parler de réarmer l'Europe, mais plutôt des sauts technologiques, parce qu'en fait... c'est quoi? C'est une partie de sa coalition, c'est ça? Une partie de sa coalition, c'est un gouvernement des coalitions qui est minoritaire, notamment donc Parti socialiste majoritaire, et puis l'équivalent de la France insoumise en France, la gauche radicale espagnole, et notamment sa vice-présidente qui a dit que son groupe au Parlement ne votera jamais ce type de dépenses. Donc vous voyez, l'Espagne est dans un problème interne assez important aujourd'hui. Et quand on pose la question aux Espagnols, les sondages valent ce qu'ils valent, mais est-ce qu'ils disent oui, il faut dépenser plus pour la défense européenne et donc pour la défense de l'Espagne? C'est sympa cette question parce qu'il y a l'Eurobaromètre qui a été publié et les questions liées à la défense arrivent en 5e position pour les Espagnols, quand elles restent entre la première et la deuxième, voire troisième parfois, chez les Européens. Donc il n'y a que 20% des Espagnols, donc on comprenait qu'il y a 80% pour qui les questions d'investissement en défense ne sont pas du tout prioritaire. Donc vous voyez la réponse, effectivement l'Espagne est très loin d'investir ce qu'il faut, donc peut-être 2% en 2029, vous l'avez signalé, quand la Pologne est pratiquement à plus de 4,5%. Et puis ben voilà, les Espagnols, le président a insisté, ce n'est pas pour demain la veille que l'Espagne enverra des soldats du côté de l'Ukraine. Oui, effectivement, et ça c'est l'objectif, c'est jeudi, ça se tient à Paris, et on va essayer de savoir quels pays sont prêts à envoyer les soldats pour maintenir la paix dans la perspective d'un accord qui serait signé, on en est encore loin sans doute, entre l'Ukraine et la Russie sous l'égide des États-Unis. Vous parliez des avions de chasse américains, les F-35. Alors oui, les F-35, c'est ceux qui pourraient remplacer les F-16 ou F-18 les F-16 actuels de l'armée portugaise, et en général, ils remplacent les F-16. Oui. Et là, ils sont déjà un peu dépassés, paraît-il qu'il y a déjà d'autres avions plus performants. Et là, le Portugal avait une option d'achat sur 16 appareils aux États-Unis. Un contrat était déjà très avancé, ce contrat sera honoré, mais pour les autres 15, maintenant, le Portugal a dénoncé les options d'achat et ça va retourner vers les options européennes. Là aussi, ça ne va pas être très facile parce que les Rafales vont soi-disant être remplacés par un projet SCAF entre l'Allemagne et la France qui n'est pas prêt de voir le jour parce que c'est toujours le même problème, les coopérations. Comme disent les spécialistes militaires, c'est pas sur étagère pour l'instant. C'est pas sur étagère, exactement. Et c'est toujours le problème, il y a énormément de problèmes qu'on voit bien du Portugal parce qu'on a le recul dont on a parlé tout à l'heure et le temps de les voir. Autant... il y a, je ne sais pas, dans l'opinion, on n'a pas de sondage parce que nous sommes dans cette situation où notre gouvernement vient de tomber, on va avoir des élections anticipées à nouveau en mai, et donc du coup, les sondages sont plutôt sur les tendances de vote que donc sur les préférences portugaises pour l'Europe de la défense. Ça veut dire que ça met les questions de défense ou de sécurité européenne un peu loin dans les priorités, j'imagine. Un peu loin dans les priorités. De toute façon, pour les Portugais, je donnerai ma main à couper si vous leur demandiez ce qui est plus important de
réarmer l'Europe ou d'investir dans la santé, la justice et le logement au Portugal, vous pouvez être sûr que c'est ces 3 derniers qui viendront en premier lieu. Donc, il y a cela, mais effectivement, puis il y a d'autres choses. On voit bien que tous les problèmes relatifs au financement, je crois qu'on va en parler, l'Union européenne a parlé de 800 milliards. Je le mets en exergue en comparaison avec les 1000 milliards que l'Allemagne met sur la table, 500 milliards pour les infrastructures qui en ont bien besoin par ailleurs, et 500 milliards que pour l'armement. Mais l'Europe parle de 800 milliards, mais on se demande bien, il faut trouver tout de suite 150 milliards d'après Bruxelles. Donc, il faut tout de suite trouver les marges budgétaires. Donc, nous, au Portugal, on se demande comment on va faire si on n'a pas de ministre, si on n'a pas de gouvernement vraiment qui peut prendre une décision jusqu'en mai, juin. Donc, on a ce problème. Pas, les marges budgétaires, on ne les a pas non plus. Et le gouverneur de la Banque du Portugal qui a déjà prévenu un pays qui a quand même des remboursements de dettes extérieures à faire, qui doit équilibrer entre une politique de la demande, la justice, la santé, l'école, le logement, d'énormes priorités, et en même temps ces dépenses militaires qui augmentent un tout petit peu depuis 2 ans, eh bien, le gouverneur de la Banque du Portugal, que l'Europe connaît bien parce qu'il a été président de l'Eurogroupe, il a dit « Attendez, ça va être serré, on va bien serrer la ceinture dans les années à venir. Si ça continue il va falloir quoi, des impôts, aller prendre ça dans la poche des contribuables portugais. De toute façon, tout ce qu'on décide de dépenser en Europe est pris dans la poche des Européens. Il n'y a pas d'argent magique, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Il n'y a pas d'argent miracle, on peut faire tous les montages financiers qu'on veut, toutes les imaginations qu'on veut, à la fin des fins, que ce soit en emprunt, que ce soit des taxes, la taxe sur le plastique non recyclé pour financer une partie des emprunts européens. Bref, la folie de Bruxelles. Bref, à la fin des fins, nous payons tous de nos poches. Je reviens vers Vineke Rachlin, pardon d'écorger votre nom. Sur les dépenses militaires, je viens... Non, mais je suis vraiment désolé. Où se situe la Norvège? Vous êtes à plus de 2%. Et puis, qu'est-ce qui est prévu dans les prochains mois? Qu'est-ce qui a été annoncé? Il y a une pression actuelle, comme en Norvège comme dans les autres pays, pour augmenter. Et ce qui est bien, c'est que tous les partis politiques sont d'accord pour augmenter sérieusement le budget et armer correctement la Norvège. Et vous savez que c'est bien que vous m'ayez donné la parole maintenant parce que côté finance, la Norvège est plutôt bien dotée parce que nous avons le fonds pétrolier dans lequel nous pouvons éventuellement puiser et il y a d'ailleurs une assez grande pression sur la Norvège actuellement pour qu'elle fasse justement cela et notamment pour aider l'Ukraine. On vient d'augmenter l'aide à l'Ukraine de façon assez sérieuse, on l'a triplé, mais même ça, beaucoup de personnes trouvent que c'est pas assez, qu'il faudrait donner beaucoup plus. Ouais. Et l'une des possibilités qui a aussi été évoquée, c'est pas que la Norvège prenne de l'argent dans son fonds pétrolier pour donner à la défense européenne, mais peut-être que ça pourrait servir de garantie aux emprunts que feraient les pays européens. Oui, alors le fond, c'est sûr que c'est plus facile d'être ministre de l'économie en Norvège qu'au Portugal ou en France. Et en plus, c'est un ancien... Et en plus, c'est l'ancien secrétaire général de l'OTAN. Ah, c'est Jens Stoltenberg, c'est ça ? Oui. Ah bah oui, effectivement, et qui connaît bien les questions de défense. On va ouvrir un nouveau chapitre dans ce débat, parce que quand même, on parle de l'Europe, on parlait des relations avec l'administration Trump, l'Europe ciblée par l'administration Trump. Si certains en doutaient encore, les révélations du rédacteur en chef du magazine américain The Atlantic sont édifiantes. Vous avez sans doute entendu parler de cette histoire, il s'appelle Jeffrey Goldberg. Il a été ajouté par erreur à un fil de discussion entre plusieurs cadres du pouvoir trumpiste. Il préparait avec force détail une attaque contre les rebelles Houthis au Yémen. Alors, il y a d'abord la question de la faille de sécurité majeure, mais ça, on n'est pas là pour en parler. Mais derrière, on y lit cet échange entre le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, qui pense que les Européens devraient s'occuper de sécuriser la mer Rouge, et le ministre de la Défense, Pete Hegseth. J.D. Vance dit « Je déteste devoir encore renflouer l'Europe ». Et son ministre de la Défense répond « Je partage entièrement ton dégoût pour les profiteurs européens. Ton dégoût pour les profiteurs européens, c'est
pathétique. Je veux bien vous entendre là-dessus, sur ce mépris affiché par deux cadors de membres éminents de l'administration Trump. Alors ça tombe bien parce que ce dimanche, j'ai interviewé un professeur de l'université américaine qui m'a fait une confidence, qui m'a dit, vous savez, J.D. Vance est un grand fan, un grand lecteur de Carl Schmitt. Alors, Carl Schmitt, c'est un philosophe nazi, voilà, qui avait, créé cette doctrine de l'urgence permanente. Alors, l'urgence permanente, donc, crée les conditions pour faire de manière, par exemple, si vous avez des ennemis, s'il y a une invasion, s'il y a une guerre, qu'est-ce qu'on fait? On recentre tous les pouvoirs sur l'exécutif de manière qu'il puisse agir plus rapidement. Sauf qu'aujourd'hui, en Amérique, il n'y a pas une urgence. Mais on va la créer. Et on va la créer comment? En créant des ennemis. Donc les ennemis, aujourd'hui, ça a commencé avec les migrants. Aujourd'hui, c'est même les chercheurs scientifiques. Et là, on va créer les Européennes profiteurs. Et tout ça, ça fait quoi? Ça crée une dynamique en Amérique pour effacer les pouvoirs des contre-pouvoirs, pour amoindrir les pouvoirs des institutions nationales et pour faire recentrer donc, les pouvoirs, pour créer cette Amérique forteresse qui se recentre sur les pouvoirs que de l'exécutif. Et ça pose, Philippe Torlet, la question de pendant combien de temps, et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, pendant combien de temps peut-on encore compter sur les Américains quand on voit ce niveau de mépris? Et malheureusement, personne n'a la réponse aujourd'hui. Je pense que les Européens n'ont pas trop de choix d'espérer continuer à travailler avec les Américains, mais si on avait des doutes après la conférence de sécurité de Munich avec le discours de J.D. Vance, ben ça a été concrétisé, confirmé avec ses remarques hier. Et je dirais que c'est facile parce que vous avez, quand on lit cet article, on lit les échanges entre ces 18 personnes, on voit que c'est basé sur la critique de Joe Biden, il n'a rien foutu. C'est l'Iran qui est responsable parce que c'est l'Iran qui finance les outils. Donc c'est des mots clés qui font tilt avec l'opinion publique américaine. Et là, nous, on est les boucs émissaires faciles. Eh ben, c'est à cause des Européens qui font rien. Mais quand on regarde... Oui, c'est-à-dire que les outils empêchent le commerce de se faire en mer Rouge. Les Européens, ils font pas leur boulot. Mais c'est pas d'abord les produits américains, le commerce américain qui en pâtit. Donc c'est l'Europe qui devrait s'en occuper. Voilà, 3% des Américains, des produits américains qui passent, ou 2%, 40% pour les Européens. Mais nous, on est les seuls capables de faire ce travail. Donc, évidemment, on monte du doigt les Européens. Et donc, tout ça, ça va bien avec l'opinion publique américaine. Mais sur le fond, ça me frappe qu'il y a une énorme ignorance sur le rôle des Européens. Une espèce de mépris aussi sur le rôle des Européens. Et je ne peux pas croire que sur le long terme, ça va porter les fruits à long terme sur cette administration Trump qui se trouve de plus en plus dans une situation où on se dit mais c'est pas possible. Et même le fait qu'on en parle parce que c'était sur Signal, c'est un service de messagerie qui n'est pas sécurisé, ça en dit long sur l'amateurisme de toutes ces personnes qui sont censées protéger les États-Unis contre les attaques, des cyberattaques, des attaques des Russes et des Chinois. Donc aujourd'hui, c'est les Chinois, c'est les Russes, c'est les Nord-Coréens qui doivent vraiment rigoler à la suite de ce qui s'est passé le 11 mars. Alors en réaction, on voit quand même parce que mépris d'un côté, mais les Européens ne restent pas totalement inertes, évidemment, et notamment les consommateurs européens qui se détournent d'un certain nombre de produits américains, notamment les Tesla d'Elon Musk. Tiens, je reviens vers vous en Allemagne, Annika Joeres, parce que c'est peut-être le pays d'Europe où le boycott est le plus fort contre les voitures électriques de Musk. Oui, voilà, il faut dire qu'auparavant, enfin il n'y a pas longtemps, c'était encore très bien vu, c'était très huppé d'avoir une voiture électrique. Enfin, vous savez, en Allemagne, ça avait plus le vent en poupe qu'en France. Et il y avait cette grande usine de Tesla qui a été installée à Brandebourg, à l'est de l'Allemagne, avec beaucoup de fêtes et de pompons et voilà des merci des dirigeants pour que Elon Musk vienne s'installer là-bas. Et là, du coup, ils ne savent plus si leur usine va tenir, puisque les chutes sont en pleine libre. Et il y a même des gens qui ont je pense, j'ai vu ça aussi ici, mais peut-être un peu plus répandu en Allemagne, des stickers sur la voiture. Oui. La voiture, désolé, je ne savais pas que Elon Musk va être un tel idiote. Vous voyez différentes formes de formules, mais en tout cas, c'est cette perte de bonne image est énorme. Enfin, j'ai jamais vu ça pour d'autres marques ou dirigeants ou autres.
comment Elon Musk a chuté dans l'opinion allemande, puisqu'il était très haut, il était vraiment admiré comme un grand inventeur, en plus écologique, ce qui n'est pas du tout vrai finalement, ce qu'on voit maintenant, mais il était célébré pour ça. Je reste sur cette question du boycott, parce que l'Union européenne, c'est 450 millions d'habitants. On peut rajouter les 70 millions de Britanniques, ça fait 520 millions de consommateurs. Alors, il y a des sondages qui commencent à sortir sur le boycott des produits américains. Il n'y a pas que Tesla, c'est des grandes marques iconiques. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre pays. Est-ce que vous le ressentez déjà en Espagne? Peut-être pas encore. On commence à ressentir, mais déjà parce que nous n'avons pas un Premier ministre qui a été invité à l'installation de Donald Trump, mais on a une relation privilégiée avec les États-Unis comme l'Angleterre. C'est pour cela peut-être aussi que l'Espagne, depuis plusieurs mois, regarde plutôt vers la Chine. Là, vous parliez des Tesla et des voitures électriques. L'Espagne essaye de retrouver une grande infrastructure chinoise qui pourrait s'installer en Europe pour construire des voitures électriques. On en parle d'un investissement de 10 milliards et ça pourrait être du côté espagnol. Il y a quelques semaines, quelques mois, le président espagnol avait dit à Bruxelles qu'il ne fallait peut-être pas taxer les produits chinois, parce que l'Espagne, effectivement, regarde depuis plusieurs mois vers la Chine et pas vers les États-Unis, parce que nous n'avons pas cette réalité, cette amitié particulière avec les États-Unis. Cela dit, effectivement, les Espagnols, de par sa nature, depuis longtemps, ont été plutôt anti-américains, et c'est pour cela que ça commence à se ressentir au niveau des produits espagnols, d'autant plus que les nouvelles taxes qui peuvent être appliquées, notamment, par exemple, au vin, qui va toucher notamment la France, l'Italie et l'Espagne, inquiète énormément du côté espagnol. Votre même retour d'expérience au Portugal, est-ce qu'on boit moins de Coca-Cola? Non, je ne vois pas ça tellement. Vous savez, je vous ai dit, le Portugal est un pays très atlantiste. Il y a beaucoup d'années, il y avait un film populaire assez drôle où, pour un retournement de l'histoire, le Portugal était devenu le 51e État des États-Unis. Et donc, toute l'histoire après, c'était sur l'élection d'une femme présidente des États-Unis d'origine portugaise. Bon, donc ça veut tout dire. Mais le Portugal sait où est sa position géographique et il sait où sont ses intérêts qui sont en Europe. Donc on n'a pas la mesure phare, c'est ce que je vous ai dit. Et c'est extraordinaire parce que les États-Unis sont notre deuxième plus gros client en dehors de l'Union européenne. Et donc, c'est quand même d'avoir abandonné, renoncé aux F-35, c'est quelque chose de très symbolique, de très significatif. Mais pour l'instant, non. Par contre, on regarde aussi d'un autre côté. Il y a des opinions divisées, surtout sur les pages des journaux. Oui, on fonce complètement dans la défense européenne. Oui, mais on a fait des erreurs, il ne faudrait pas les répéter. Donc il y a un débat calme, très, très, très tranquille là-dessus. Mais on peut rappeler aussi, on peut voir déjà, par exemple, deux choses. L'Angleterre qui a lancé cette rentrée par la porte de service en Union européenne, une tentative, un petit orteil dans la porte d'entrée de l'Union européenne avec l'initiative armée, militaire. Eh bien, aujourd'hui, douche froide, parce qu'aujourd'hui, l'Europe lui a dit « Ah ben oui, mais si vous voulez entrer dans des projets communs avec nous, il faudra bien nous laisser pêcher dans vos eaux. » Donc la pêche est un dossier qu'on va devoir régler avant de coopérer sur l'aspect militaire. Donc vous voyez, ça calme déjà. Donc, pas mal de choses comme ça en Europe qu'on commence à voir surgir. Oui, et ça pose évidemment l'éternelle question de l'unité européenne, de la capacité à prendre des décisions à 27. Et ce climat et ces décisions à prendre en matière de défense rendent cet enjeu encore plus crucial. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat ici en studio et puis également en duplex. Merci à toutes et à tous. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Je vous remercie, vous, de votre fidélité à Sens Public. Vous pouvez nous retrouver demain 18h, 22h, également sur le site, sur la plateforme publicsénat.fr. On peut réécouter l'émission ou la découvrir en podcast. Enfin, notez que l'invité de la matinale demain, ce sera la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, invitée d'Oriane Mancini. Il sera 8h du matin. D'ici là, belle soirée sur nos antennes. Salut.